Bonjour à toutes, bonjour à tous. Bienvenue au live organisé par Abges Formation, qui va traiter donc des cryptoactifs, de la tokenisation et des stablecoins face aux enjeux de conformité. Je vais laisser la parole, mais en amont, je voulais juste vous rappeler, donc c'est un webinaire qui dure 1 heure. Si vous avez des problèmes de son, d'image, préférez donc le navigateur Chrome qui assure la qualité. Vous avez un chat pour poser des questions auxquelles on répondra. Et bien sûr, vous aurez effectivement un replay qui sera disponible à partir de demain. Je laisse la parole à nos experts, Christophe et Béatrice. À vous. Bonjour à tous, bienvenue donc à cette formation organisée par l'AFGES. Donc je me présente très rapidement et puis surtout après je laisserai la parole à Christophe André qui est du coup notre expert du jour et qui promet de nous apprendre ou en tout cas de nous donner envie de comprendre un petit peu mieux tous ces nouveaux actifs. Donc, Béatrice Bonmichel, donc je suis associée de l'AFGES et plus spécifiquement en charge de toutes les thématiques relatives à la gouvernance, l'audit, les risques et les nouvelles technologies et nouveaux actifs, dont bien évidemment les cryptos, stables et autres joyeusetés qui peuplent nos systèmes aujourd'hui de nouveaux moyens en fait de paiement et de prise en compte de la monnaie, de nouvelles formes de monnaie. Je vais laisser du coup Christophe se présenter avant qu'on démarre. Voilà, Alors Christophe, je me permets de dire Christophe, mais précisément c'est Christophe André. Mais si Christophe, tu permets que je fasse le raccourci avec Christophe. Voilà. Très bien, Donc, merci. je te laisse te présenter. Merci Isabelle, bonjour à tous. Alors effectivement, moi j'interviens dans le cadre des formations AFGES sur les sujets blockchain plus généralement et associés à l'industrie de la finance, notamment tout ce qui va être lié à la tokenisation des cryptoactifs, mais également aussi aux enjeux de conformité. On va en discuter un petit peu aujourd'hui à travers MiCA, MiFID, mais aussi LCBFT. On va avoir DAC8 pour la fiscalité. Voilà, on va avoir un ensemble de règlements, de réglementations qui vont impacter ce nouveau marché et qui vont aussi impacter des acteurs qui soient crypto, je dirais, pure player ou des acteurs plus traditionnels qui souhaitent entrer sur ce marché. Donc, merci pour cette invitation. Je précise aussi également que je travaille sur des sujets. Alors, je mettrai dans le chat un petit peu tout à l'heure les contributions publiques sur lesquelles j'interviens en tant qu'expert. J'ai notamment participé à un sujet auprès de l'AMF et de la CPR sur la certification des smart contracts dans le domaine de la finance décentralisée. Donc, c'est un working group qui a été lancé il y a à peu près 3 ans, qui a clôturé à travers un rapport émis. Donc, je vous mettrai ces liens-là dans le chat pour illustrer un petit peu plus les sujets qu'on va aborder ensemble. Merci beaucoup, Christophe. Voilà, tu pourras nous mettre effectivement toutes ces références pour tous ceux qui souhaitent lire un petit peu plus avant sur ces thématiques. Alors, d'ores et déjà, tous ces sujets, crypto, stablecoin, tokenisation, etc., l'essor date quand même maintenant d'un certain nombre d'années. Hein. Est-ce que tu peux me dater la création du Bitcoin, Christophe ? Alors effectivement, la technologie sous-jacente, la blockchain est arrivée par Bitcoin, qui est le premier protocole qui a expérimenté justement pour un cas d'usage précis l'émission d'une monnaie, on va dire numérique. Donc c'est l'objectif de Bitcoin. La création du projet date de 2008, mais le réseau, lui, Bitcoin, a été lancé au mois de janvier 2009. Donc ça va faire bientôt plus de 15 ans. Donc un réseau qui est expérimenté, qui aujourd'hui commence à être intégré par l'ensemble des acteurs financiers institutionnels dans le monde entier, et pour lequel il y a des
voilà, je dirais des réglementations aussi en cours de publication, bon, à la fois en Europe, à travers MiCA, mais aussi aux États-Unis, au Canada, en Australie, enfin, voilà, dans les pays occidentaux, qui ont décidé d'accepter et d'intégrer cette nouvelle technologie comme, voilà, comme instrument, comme réseau d'échange. Alors voilà effectivement pour la crypto, donc qui date maintenant, hein, c'est pas un nouveau sujet, on va dire, c'est plutôt que comme il y a eu un essor significatif et surtout une valorisation de certaines cryptos montant à des niveaux assez stratosphériques, il a fallu bien évidemment progressivement réguler. De plus en plus d'acteurs se sont emparés de la logique des cryptoactifs, avec notamment des ETF, etc. Et donc tout cet essor a fait que les cryptoactifs donc sont maintenant, on va dire, relativement connus d'un large public. Et puis après arrivent les stablecoins, où les stablecoins donc, sont de nature un tout petit peu différente des cryptos. On parle plutôt, concernant les stables, de nouvelles infrastructures monétaires. Est-ce que tu peux nous dire un petit peu, du coup, pourquoi est-ce qu'on associe crypto, stable, etc. En quoi les stablecoins sont-ils une continuité, quelque part, de cette logique crypto? Alors en fait, effectivement, faut bien comprendre que la technologie blockchain derrière, le sous-jacent, on a parlé de Bitcoin, c'est je dirais l'aspect transactionnel d'un jeton. Voilà, d'un jeton. Et donc derrière ce jeton, on peut avoir des caractéristiques intrinsèques. Sur Bitcoin, on va avoir une réserve de valeur fixe à 21 millions qui va justement faire en sorte en fonction de l'offre et de la demande, d'avoir un prix aujourd'hui aux alentours de 75 000 $ à peu près. On va avoir d'autres, je dirais, types de jetons, catégories de jetons. Et en fonction des catégories de jetons, on va avoir des cas d'usage. C'est pour ça qu'à travers MiCA, notamment, on va avoir quatre catégories de jetons, ce qu'on appelle des investment tokens, des ART tokens, donc ça s'appelle des assets reference tokens, qui vont être adossés par exemple à ce qu'on appelle des real world assets, des actifs réels, comme l'or par exemple. On va avoir des tokens de paiement, comme les stablecoins, ou les CBDC, je dirais aussi tokens qui commencent aussi à être expérimentés. Et puis, on va avoir une dernière catégorie qui va être les utility tokens comme Bitcoin, comme Ethereum, comme Solana, qui vont être des tokens d'infrastructure et qui vont derrière avoir un modèle plutôt d'infrastructure d'échange et pour lequel l'économie, je dirais, derrière, c'est le paiement de frais d'exécution sur ces infrastructures. Donc, il faut émettre un token. Donc sur les stablecoins, pour répondre à ta question, Béatrice, c'est un jeton qui va être adossé finalement à de l'euro qui est déposé chez l'émetteur de ce stablecoin. Donc la plupart du temps, ces émetteurs vont être des institutions, des établissements de paiement plutôt, qui vont avoir aussi en Europe, en tout cas, une obligation d'avoir un certain agrément, l'agrément EME, pour les émetteurs de monnaie électronique. Et donc, pour ce sujet, l'intérêt, je dirais, des premiers euros, peut-être stablecoin, ça va être évidemment d'aller à la fois chercher des nouveaux leviers de business, puisque en fait un stablecoin, voilà, n'importe qui a accès à la blockchain peut réaliser un paiement en stablecoin euro, par exemple. Exemple, je suis un touriste chinois, je peux acheter du stablecoin sur les marchés blockchain classiques. Et puis, du coup, j'arrive en France, j'arrive en Europe et je peux dépenser ce stablecoin sans avoir à, par exemple, avoir un moyen de paiement comme une carte de crédit voilà, sur lequel on a crédité de l'euro pour pouvoir payer, voilà, je dirais un bien ou un produit. Donc ça, je dirais que c'est l'aspect retail international qui peut attirer sur l'usage des stablecoins, donc avoir des leviers en plus, aller attirer des nouveaux acteurs qu'on ne peut pas toucher aujourd'hui. Je dirais que en Europe, l'utilisation de l'euro en tant que monnaie retail est associée
à ses citoyens plus, on va dire, aux personnes qui vont arriver géographiquement sur l'Europe. Mais par contre, ça s'arrête là. On n'a pas d'autres usages en dehors du marché européen. Là, on peut aller évidemment chercher d'autres marchés, même des marchés, ce qu'on appelle des micro-paiements en Afrique, par exemple. Voilà, on a beaucoup d'usages qui viennent se créer derrière ces stablecoins et pour lesquels je dirais que l'émetteur il va avoir un intérêt stratégique en fonction des cas d'usage adossés à son stablecoin. Donc, en fait, on peut dire que la stablecoin, quelque part, c'est de l'argent liquide numérique, en fait, dans les exemples que Oui, tu voilà, cites. c'est ça. C'est-à-dire que, voilà, en tout cas, je parle des stablecoins euros. Au niveau de la réglementation, à travers MiCA, on oblige les émetteurs à avoir finalement en réserve un token, un stablecoin, par exemple, versus 1 euro en banque stocké comme étant la contrepartie de l'émission de ce token. Donc derrière, qu'est-ce qu'on vient essayer de garantir? C'est effectivement, on essaie de garantir que l'émetteur, par rapport au risque de contrepartie, puisqu'il en existe, eh bien, soit encadré. Et pour encadrer cette… alors, pardon, je ne sais pas si vous m'avez entendu, j'ai des petites micro-coupures. Pour encadrer justement cette émission de stablecoin, on va imposer aux banques de détenir 1 pour 1 et de publier régulièrement des audits pour s'assurer qu'à tout moment, les utilisateurs peuvent reconvertir en euros digital, enfin en euros cash, je dirais, bancaire, le jeton émis sur la blockchain et le compte bancaire associé au dépôt en euros sur ces services d'établissement de paiement. Ok. Donc, du coup, si je résume ce que tu as dit avant qu'on rentre dans le sommaire, c'est juste pour introduire. Donc, les cryptos, on est plutôt sur un actif numérique dont on connaît quelque part la volatilité, qui est sur un gâteau fini quelque part. Hein. Tu as cité des chiffres sur la réserve fixe de Bitcoin et qui peut servir aussi à des règlements. Hein. On peut aujourd'hui payer en crypto-monnaie. Et puis les stablecoins qui sont une forme de beaucoup plus d'espèces numérisées, quelque part, de liquides numérisés plutôt, qui vont du coup permettre d'être un petit peu comme un compte de dépôt. Enfin, on peut avoir un compte de dépôt en stable. Tu as parlé notamment des stablecoins en euros. Il y a aussi tous les sorts des stables en dollars aussi, etc. Tout ceci étant en partie conditionné par les contextes réglementaires et puis par les usages, les développements, etc. Alors, on va d'abord voir un petit peu ce contexte réglementaire, voir notamment cette réglementation MiCA. Alors, MiCA, ça veut dire Market in Crypto Regulation. Donc, c'est la réglementation donc, sur le marché des cryptos. Et cette réglementation qui est européenne est quelque part un petit peu unique en son genre, puisque comme dans d'autres thématiques, l'Europe a souhaité réglementer en premier et peut-être un peu à l'image de RGPD, on pourrait imaginer que MiCA va servir de référence peut-être à d'autres réglementations dans le monde. Alors il y a des pays qui l'interdisent, hein, comme la Chine par exemple, où effectivement ce n'est pas possible, d'autres comme les États-Unis où on n'a pas encore de réglementation spécifique. Il y a des débats assez je ne veux pas dire houleux, hein, mais entre la SEC et la CFTC aux États-Unis, justement, pour voir comment réguler ces nouveaux actifs. Mais l'Europe, bref, a tiré le premier avec cette réglementation MiCA et on le voit dans les derniers commentaires ou documents qui sont publiés par le comité de Bâle, on a bien évidemment une préoccupation forte des superviseurs de la stabilité financière par rapport à tous ces actifs qui se développent.
Tu as évoqué d'ores et déjà, par exemple, la nécessité de faire du 1 pour 1 avec le stable, qui est une façon de sécuriser aussi les dispositifs. Mais MiCA va imposer d'aller beaucoup plus loin. Donc, est-ce que tu peux nous donner un petit peu les grandes composantes de MiCA et peut-être avant de donner les grandes composantes, parce qu'une réglementation n'a de sens que parce qu'on découvre les enjeux des sujets, est-ce que tu peux nous toucher quand même 2 mots sur, en fait, c'est quoi les risques avec ces actifs-là, quelque part, même si on a eu un petit aperçu avec la SVB notamment aux États-Unis il y a pas si longtemps que ça. Est-ce que tu peux nous dire d'abord quels sont les enjeux, puis comme ça on verra in fine comment la réglementation cherche à répondre à ces enjeux. In fine, bien évidemment, il doit y avoir un petit sujet de stabilité financière derrière cette réglementation. Est-ce que tu pourrais du coup nous résumer un petit peu ces enjeux, Christophe? Oui, évidemment. Alors, il va y avoir je pense, des enjeux communs, c'est-à-dire en fonction des actifs qui vont être tokenisés, qu'on peut retrouver, je dirais, à la fois au niveau des stablecoins, mais aussi d'autres actifs qui vont subir, je dirais, la tokenisation. Donc, le sous-jacent, on va créer un token. Donc, le premier risque, on va avoir un risque qu'on appelle de gouvernance de ces actifs, de ces crypto-actifs. Aujourd'hui, émettre un jeton, on utilise ce qu'on appelle des contrats intelligents ou des smart contracts pour la plupart des usages. Et donc, ça, indirectement, ça impose qui a l'accès à la gestion de ce jeton, qui peut en fabriquer, qui peut réaliser les transferts, qui peut mettre à jour je dirais, le code informatique de ces jetons. Donc, on va avoir une notion de gouvernance de la gestion de cet actif qui peut causer parfois aussi des risques de sécurité. On l'a déjà vu, notamment des risques cyber sur la compromission d'un accès à un smart contract qui gère justement un stablecoin. On peut, un wallet, le propriétaire du stablecoin, donc l'émetteur, peut à tout moment perdre l'accès ou se faire hacker son wallet qui lui permet justement de réaliser cette gouvernance, cette gestion de son smart contract. Et donc là, indirectement, je vous donne un scénario, c'est déjà arrivé, on imprime ou on mint, je ne sais pas moi, 10 millions de tokens supplémentaires en sachant qu'on n'a pas les 10 millions en réserve en euros comme promis. Donc là, par exemple, on va avoir un autre risque qui va se causer, qui est le risque de déparité, donc de confiance, lié à la valeur 1 pour 1 en banque et à la valeur 1 token émis. Donc si on se retrouve avec ce risque, par exemple, de création en plus, donc on va avoir une perte de confiance et on va avoir ce qu'on appelle une réaction sur les marchés immédiate où finalement, les détenteurs de ce stablecoin vont essayer de revendre et de ressortir en termes de liquidité le plus rapidement possible avant que la parité se dégringole. Donc là, on va avoir des risques qui vont être quand même sur la partie gouvernance, la partie sécurité, et puis derrière, les conséquences vont être sur la confiance adossée à ce stablecoin. Donc le risque, je dirais, zéro n'existe pas. Et donc pour essayer de gérer ces risques, l'ensemble de ces risques, MiCA va venir, par exemple, essayer de s'assurer que notamment la trésorerie, le 1 pour 1, est bien gérée, que la gouvernance d'accès à ce token-là est bien gérée en termes de sécurité, mais aussi en termes je dirais, de rôle et de responsabilité. Qui a accès à l'administration de ce jeton dans les équipes, qui est en charge de la partie technique, de la partie maintenance, surveillance des transferts de ces jetons, qui va avoir aussi la responsabilité en termes de conformité,
puisque aussi, on va parler de la partie LCBFT, parce qu'il y a aussi des risques d'usage de ces stablecoins pour le blanchiment d'argent au niveau international. Et donc là aussi, on va avoir aussi ces risques-là. Donc, on va avoir une gouvernance une espèce de cartographie qui va être nécessaire lors du dépôt pour l'obtention de l'agrément, je dirais, qu'il va falloir étayer. Et puis, on va avoir toutes des mesures aussi de trésorerie, de ségrégation des fonds, par exemple, s'assurer que moi, en tant qu'institutionnel, j'ai décidé, par exemple, d'acquérir 1 million d'euros du stablecoin de la société Forge. Eh bien, j'ai déposé ces 1 million d'euros sur un compte bancaire de la Société Générale Forge. Ce compte-là est ségrégué, il n'appartient pas à un compte, je dirais, un compte générique ou un compte centralisé qui va venir détenir l'ensemble du cash. Et donc, on va à la fois ségréguer ces détentions en euro cash, mais aussi tenter de dire, voilà, si demain vous faites, on a des services aussi dans Mika, et c'est en fonction des usages, mais de conservation de cryptoactifs pour compte de tiers. Donc là aussi, on va demander à l'établissement qui fournit ce service de ségréguer les crypto wallets, donc sur lesquels en fait ces jetons ont été mis pour le compte des clients. Donc on va avoir 2 catégories de ségrégation classique bancaire et ségrégation des wallets également, si évidemment on est sur des systèmes, ce qu'on appelle custody, de gestion des wallets pour le compte de tiers. Alors, je ne t'entends pas, Béatrice, tu as coupé le micro. On va avoir des enjeux de ségrégation des avoirs comme on a sur un compte titre aujourd'hui et qui est supervisé par l'autorité des marchés financiers. Qui s'assure justement quelle est l'autorité qui contrôle cette ségrégation, qui contrôle éventuellement qu'il n'y a pas de manipulation ou de choses comme ça sur ce type d'actifs? Quelle est l'autorité de supervision qui s'intéresse à ça? Alors, en France, en tout cas, on va avoir l'AMF et la CPR qui travaillent main dans la main, je dirais, pour contrôler à la fois l'ensemble des risques que je vous ai évoqués. Donc, il faut se rapprocher de ces autorités lorsque, voilà, par exemple, on a un doute. On va aussi utiliser les mêmes mécanismes classiques. On ne vient pas réinventer la roue, je dirais. Déclaration de soupçon, par exemple, avec des éléments factuels. Et donc, aujourd'hui, je dirais que les cryptoactifs, en termes de contrôle, sont beaucoup plus restrictifs que, je dirais, les systèmes de paiement traditionnels, puisque en fait, dans Mika, on vient apporter aussi, par exemple, du KYC, Know Your Customer, donc identifier les clients, l'identité des clients, à la fois business, mais aussi retail, particulier, dès le premier euro de détention. Donc, à partir du moment où vous avez 1 euro sur un système de wallet custody, on doit savoir qui est derrière. Sinon, on n'est pas en conformité avec Mika. Ce qui n'est pas forcément le cas, je dirais, lorsque vous ouvrez un compte PayPal, je dirais, ou un compte de paiement classique, on va avoir un seuil un peu plus important. Donc là, Mika, honnêtement, ne laisse pas ne laisse pas trop de flexibilité justement pour gérer ces risques. En parlant de Mika, toujours, on est aujourd'hui dans une phase encore qui est non obligatoire. Donc, c'est-à-dire que l'obligation d'être agréé pour les services de cryptoactifs, on a à peu près 10 services. Et pour ces 10 services, l'agrément devient obligatoire à partir du 1er janvier 2026. Donc, pour donner quelques statistiques aussi, en France, même si on est avancé, puisqu'on a hérité d'un régime SAN existant, donc avant Mika, on a à peu près 90 acteurs PSAN, mais on n'a que environ 13-14 agréés Mika aujourd'hui. Donc, basé sur les statistiques de mars de l'AMF
mars 2026. Donc, on voit aussi que des acteurs qui existent vont soit être rachetés ou soit vont finalement disparaître puisqu'ils ne seront pas conformes aux obligations de la réglementation MiCA. Alors, tu parlais notamment du blanchiment. Il y a une participante qui nous parle notamment du financement d'organisations terroristes via les cryptos. MiCA, c'est européen. Comment on gère les chaînes de détention multiples, justement, alors, et avec à la fin peut-être des acteurs qui ne sont pas dans l'environnement MiCA, qui ne sont pas en Europe, dit autrement. Comment est-ce Alors, que ça, MiCA évidemment, prépare cette problématique? Alors, évidemment, il y a quand même des coopérations entre, je dirais, plateformes d'échange ou bourses d'échange, enfin les leaders, hein, évidemment, hein, celles qui ne sont pas, je dirais, dans des pays offshore, donc voilà, dans des pays enfin, européens, enfin, les États-Unis, Canada, l'Australie, la Chine. Ça peut arriver aussi qu'on a certains gros acteurs qui ont un intérêt de coopération puisque le marché européen est assez important pour eux. Je pense à par exemple à Binance notamment, hein. Et donc ces acteurs-là, ils ont conscience aussi que la réglementation, voilà, elle n'est pas nouvelle, hein. Il y a eu du temps pour l'intégrer, donc ils vont l'intégrer. Ils sont déjà en cours d'intégration. Pour certains, ils ont déjà l'agrément. Pour d'autres, c'est en cours. Par contre, évidemment, pour lutter contre le blanchiment d'argent, je dirais que la crypto-monnaie, c'est du pain béni pour les autorités, puisqu'en fait, on peut tracer l'ensemble des portefeuilles qui ont, voilà, à partir du moment où on a un soupçon sur une transaction, on peut aller à travers la blockchain, regarder tout ce qui s'est passé. Ce portefeuille, à qui il a transféré, je dirais, ses actifs, et donc remonter la chaîne et identifier tous les acteurs voilà, qui ont interagit avec le portefeuille suspicieux. Et donc là, on peut très vite remonter à l'ensemble des acteurs qui peuvent être, par exemple, des organisations terroristes, voilà, des organisations mafieuses voilà, qui utilisent la crypto comme étant un véhicule voilà, de paiement, d'offuscation, en tentant évidemment de se baser sur le fait que ça soit décentralisé. Mais par contre, c'est transparent. Donc, contrairement, je dirais, à des valises de cash ou des valises de diamants, voilà, là, lorsque vous faites une transaction sur la blockchain, ce n'est pas parce que je ne vous ai pas identifié tout de suite en temps réel que dans quelques années ou dans quelques mois, je ne peux pas vous identifier. Donc ça aussi, c'est très important à prendre en compte, c'est-à-dire que l'ensemble des transactions est traçable à tout moment. Donc ça, c'est quelque chose d'assez nouveau en fait aussi, hein, pour les autorités qui voilà, disposent d'une blockchain à registre public et qui peuvent réaliser aussi des enquêtes à partir du moment où voilà, ils ont les éléments. Alors, ton micro est coupé encore, désolé. Bon. Tu as parlé donc des stables, tu as parlé donc de la tokenisation de classes d'actifs. Est-ce que tu peux nous repréciser justement ces différentes classes d'actifs? Tu en as parlé rapidement également en introduction, ces différentes classes d'actifs qui peuvent être tokenisées. Et du coup, in fine, derrière, quelle est la logique quand même intrinsèque de tokeniser? Est-ce que la logique, c'est de mieux filtrer? Est-ce que la logique, c'est d'avoir une meilleure liquidité? Enfin, on a bien vu les stablecoins, tu as cité l'exemple d'un touriste qui pourrait de cette manière-là dépenser ses stables dans n'importe quel pays. Est-ce que tu pourrais du coup être un petit peu plus précis sur les classes d'actifs et les logiques sous-jacentes, notamment par exemple quand on tokenise des commodities, de l'or ou des choses comme ça? Tout à fait. Alors, on va avoir 4 catégories de classes d'actifs dans MiCA, hein. Donc, les jetons d'investissement ou investment tokens. Donc, ça, ce sont des jetons qui représentent des droits, on va dire, de propriété au sens financier. Donc, par exemple, je réalise une IPO tokenisée, donc un cas d'usage qui commence à arriver. Donc, vous avez une entreprise qui va émettre des actions tokenisées.
pour être cotée sur les marchés. Et donc, du coup, elle va utiliser voilà, le token comme véhicule de distribution de ses actifs. Donc, on a eu beaucoup de sujets, je dirais, liés à ces ICO, à Initial Coin Offering notamment, hein, en 2017. C'est ce qui a d'ailleurs créé, a été, je dirais, même le moteur de la création du régime PSAN, en fait, un prestataire pour services d'actifs numériques en France, puisqu'en fait, on a eu des centaines d'entreprises qui ont levé des dizaines de millions d'euros en émettant un token contre de l'euro. Donc, ce token n'était pas, je dirais, liquide. Hein, c'est un peu comme du private equity, si on veut faire simple. On émet un token qui n'est pas encore coté sur les marchés à un prix, un token, 1 euro. Et donc, vous avez des investisseurs qui vont venir acheter ce token contre du stablecoin et recevoir en contrepartie ce token comme étant voilà, la contrepartie financière, en espérant un gain, je dirais, substantiel. Et donc, ces investment tokens sont catégorisés vraiment dans des usages, je dirais, particuliers. La deuxième catégorie, ça va être les Alors, juste, jetons, on appelle… je t'arrête. Je me permets de Oui. t'arrêter tout de suite. Et du coup, c'est quoi l'intérêt pour l'émetteur de faire des investment tokens et de ne pas rester sur le Alors, classique IPO? alors les ICO, en fait, l'intérêt ici, c'est aller chercher du capital, c'est-à-dire c'est de lever des fonds pour développer le projet pour lequel le token est sous-jacent. Donc là, au lieu de, je dirais, on a beaucoup de systèmes qui permettent de lever des fonds de manière internationale, c'est-à-dire rapidement. On va publier voilà, un site web avec un white paper, un livre blanc qui va décrire le projet. Et puis derrière, on va atteindre une certaine communauté qui va croire au potentiel du projet. Et donc, cette communauté, elle est internationale. Elle va utiliser la blockchain pour envoyer ses paiements et avoir, voilà, on va dire, une participation directe sur ce projet en recevant des tokens de ce projet, en espérant que, voilà, sur la phase 2, on liste ces tokens sur des exchanges hein, comme Binance ou Kraken, et puis qu'on obtienne justement une certaine plus-value non négligeable en tant qu'investisseur. Donc voilà, je dirais, l'intérêt principal à la fois pour l'émetteur, c'est d'aller chercher des fonds de manière rapide, numérisée, internationale, et puis pour les investisseurs, de se positionner à risque, évidemment, hein, sur ces projets-là, en essayant d'avoir voilà, un levier de retour sur investissement important. Très bien. Donc ça, c'était la première classe d'actifs et je t'avais Première classe interrompu d'actifs, pour la c'est deuxième ça. classe d'actifs. Donc, deuxième classe d'actifs, on va avoir les jetons, on appelle ART, Assets Reference Token, donc se référant à des actifs, je dirais, notamment commodities, matières premières, ou des real world assets aussi, on a ce terme-là. Et donc, ça, c'est des jetons qui vont être plutôt un jeton numérique, un jumeau numérique, j'aime bien utiliser ce terme-là, de la valeur du sous-jacent. Donc, un exemple, hein, on a Paxos qui est leader de la tokenisation des commodities, qui a émis le Pax Gold, qui est un token qui peut être acheté sur les marchés cryptoactifs. Hein. Un token égale 1 once d'or. Et donc, vous pouvez obtenir, voilà, en contrepartie de la détention de cet or physique chez l'entreprise Paxos, comme du stablecoin, je dirais. Hein, ils vont détenir 1 once pour un token émis, donc dans leur coffre physique. Et donc, vous pouvez voilà, acquérir ces actifs-là directement sur la blockchain, sur votre portefeuille, et vous exposer alors tokenisé, sans forcément avoir, je dirais, dans le système traditionnel, un compte titre ou un compte, voilà, ou un PEA, si on est en France. Donc, vous pouvez aussi, sur ces marchés blockchain, lorsque vous avez de la liquidité, rester dans cet environnement, dans cet écosystème et diversifier votre portefeuille de cryptoactifs. Là, effectivement, c'est très clair aussi.
juste, voilà, j'ai un portefeuille, j'ai de l'or en portefeuille et je me dis, tiens, pourquoi pas diversifier sur une crypto qui est basée sur de l'or et avoir donc un token de l'or tokenisé. Pourquoi pas? Parce que du coup, moi, en tant qu'investisseur, je vais me dire que je vais peut-être avoir une volatilité, un retour sur investissement qui peut potentiellement être un peu décorrélé de la valeur de l'or. On est d'accord? C'est Voilà. un peu ça Et mon objectif. alors, surtout l'intérêt ici, contrairement à la première classe d'actifs, c'est qu'on va avoir moins un effet spéculatif en fait. Le marché de l'or, il existe je dirais, sur les marchés traditionnels. Hein. Donc, ce n'est pas la blockchain qui va faire, enfin, entre guillemets, c'est pas le token dont le prix va varier, qui ne va pas être corrélé au prix du marché. Donc là, on n'a pas un risque, je dirais, spéculatif existant par rapport à la première catégorie qu'on a vue, mais on a un risque différent, c'est-à-dire c'est un risque de contrepartie euh, classique. Hein, Paxos qui détient cette once d'or, bon, bah, demain, si elle fait faillite, que vaut ce token? Donc c'est le Bien même sûr. risque de contrepartie qu'on a pour un stablecoin d'une entreprise, enfin, d'une banque privée ou d'un établissement privé. Donc, ce risque de contrepartie, de confiance, finalement, on va le retrouver aussi sur ce type d'actifs, de détention de matières premières, de commodities. Et donc, évidemment, je dirais, plus ça va être un acteur qui va être voilà, assez important en termes de liquidité, qui souhaite tokeniser bah voilà, je sais pas moi, de l'or, de l'argent, de matières premières, des diamants par exemple, hein, eh bien, il va avoir aussi obtenir plus facilement la confiance des crypto-investisseurs pour l'achat de ces tokens sur son portefeuille. Alors l'intérêt aussi hein, principal, c'est que le marché sur la blockchain, il est ouvert 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Donc, on a pu constater, notamment lorsqu'on a eu, vous savez, des gros mouvements sur l'or il y a quelques mois, en fait, hein, au mois de février, on a eu des plus 15, moins 15%. Il y a des liquidations sous forme de levier hein, sur les marchés traditionnels. Et bien, pendant le week-end, c'était fermé. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que là, particulièrement en ce moment avec les risques géopolitiques, eh bien, si je suis positionné sur un token d'or, je peux vendre un dimanche, chose que je ne peux pas faire sur les marchés le lundi, enfin le dimanche après-midi. Et je suis obligé d'attendre le lundi à l'ouverture des marchés pour vendre mon positionnement sur des contrats à terme sur l'or. Donc voilà, donc on va avoir aussi une, une réactivité beaucoup plus importante, mais aussi également des frais qui vont être beaucoup moins importants en toute transparence. Hein. Aujourd'hui, lorsque vous achetez voilà, soit des ETF sur l'or ou d'autres types d'instruments, enfin, d'autres titres d'instruments financiers hein, sur l'or, bah, vous allez avoir quand même des frais qui vont varier entre 0,5% et 2% en fonction, je dirais, des véhicules. Là, sur la blockchain, ça va me coûter quelques dollars maximum, peu importe le montant d'investissement que j'ai fait. Donc, exemple, j'achète 1 million de positions en or, bah, je vais payer les mêmes frais que si j'avais acheté 1000 euros d'or sur la blockchain. Donc là aussi, il y a une compétition en plus sur les frais opérationnels. Donc ça coûte moins cher, c'est disponible 24 heures sur 27. Donc il n'y a pas, voilà, il y a pas photo, je dirais, par rapport au système traditionnel. Ok, donc on voit bien aussi l'atout pour un investisseur d'avoir un nouveau terrain de jeu, on va dire, avec de nouvelles C'est caractéristiques ça. et éventuellement en payant moins cher. Et on voit bien aussi, du coup, dans ce que tu as dit, notamment le H24, que on peut faire faillite le samedi et le dimanche quelque part. Et donc tout l'enjeu, effectivement, de pouvoir avoir une réglementation pour éviter les effets de bord d'une surréactivité qui peut se faire en une heure, un week-end, comme on a pu le voir aux États-Unis. Tout à fait. Donc ça, c'était une autre type de classe d'actifs. Y a-t-il d'autres classes d'actifs? Oui, on en a parlé, hein, il y a les jetons de monnaie électronique, donc là, c'est les Tout à fait, stablecoins ou les tout à fait. CBDC, hein, les tokens, je dirais, de banque centrale, même si sur ce dernier, en fait, à ce jour, on a des expérimentations plutôt que de banquiers centraux au niveau international hein, pour émettre, je dirais, ce fameux digital fiat money. Hein, ça peut être l'euro digital, ça peut être le yuan digital, enfin le roupie digital, enfin peu importe. Il y a des expérimentations de banquiers centraux.
pour essayer effectivement de comparer l'intérêt des blockchains publiques par rapport à une infrastructure qui est plutôt cloisonnée, une infrastructure classique, en quoi voilà, ces infrastructures publiques peuvent peut-être apporter plus de liquidité. Et en fait, c'est le cas aussi dans les expérimentations notamment menées par la Banque de France, où on va avoir des expérimentations qui vont être liées à la fois sur les CBDC, je dirais retail, mais aussi les CBDC de gros. La différence entre les deux, c'est qu'on va avoir un euro digital pour les particuliers et les entreprises, plutôt comme étant un moyen de paiement, un véhicule de paiement, je dirais, et les CBDC de gros qui vont être une espèce de 2 euros digital, mais pour les banques commerciales qui vont utiliser on va dire ce véhicule comme pour pouvoir acheter des obligations d'État, réaliser des crédits privés, etc., etc. Donc on voit aussi des usages arriver sur des monnaies digitaux qui aussi se réinventent par rapport, je dirais, au système cash classique qui aussi dépassent un peu, je dirais, en Europe le cadre de l'expérimentation. On a des groupes de travaux qui traitent de ces sujets avec, notamment en France, qui est mené par la Banque de France, et notamment le directeur technique qui est Frédéric Faure, qui va, lui, gérer un petit peu tous ces sujets-là, transverses avec ses équipes. Et donc, on va avoir des banques commerciales qui aussi intègrent ces groupes de travaux pour essayer aussi de comprendre les enjeux, parce que quand vous êtes une banque commerciale, vous avez les systèmes traditionnels de règlement livraison, par exemple, qui peuvent être aussi impactés lorsque vous avez un euro digital qui arrive. Donc repenser, je dirais, tous les usages, les impacts. Donc ça demande aussi des expérimentations, des groupes de travail. Et donc on est dans cette phase-là. Et puis, pardon, Béatrice, le micro est coupé. Vas-y, pardon. Continue. Et puis, on a la dernière classe d'actifs, ça va être les jetons utilitaires. Donc là, ça va être des jetons comme Bitcoin, Ethereum, Solana, Cardano, Polkadot, j'en passe, qui sont des tokens d'infrastructure en fait blockchain qui permettent un petit peu, je dirais à l'image d'Ethereum, de payer des frais d'exécution de transactions sur des blockchains publiques. Une blockchain publique, c'est juste un réseau d'ordinateurs qui va maintenir ce qu'on appelle le registre de la blockchain. Et là, évidemment, ce registre-là, étant donné qu'il est décentralisé, il est distribué sur plus d'une dizaine de milliers d'ordinateurs, on doit avoir un mécanisme d'incentive, de récompense, et donc à la fois à travers de mineurs sur Bitcoin, mais aussi des validateurs sur Ethereum, par exemple, l'Ether, le token, lui, il va servir à payer ses frais d'incentive pour maintenir le réseau sécurisé, mais aussi à la fois performant. Merci pour ces différentes classes d'actifs. Donc, c'est très clair. On voit bien ces 4 principales classes d'actifs dont tu as parlé. Et puis, on voit bien l'enjeu derrière. Alors, sur les IPO, je me dis, si effectivement l'intérêt pour l'investisseur, c'est notamment d'attendre une plus-value potentielle, etc., et qui vient un peu dans cette logique-là sur ce type d'IPO plutôt que dans des IPO classiques, je me dis, c'est pas toujours ce que souhaite l'émetteur. L'émetteur, il aime bien souvent avoir des investisseurs stables. Et du coup, on se dit à la fois l'émetteur, il est intéressé par ce type de marché et par avoir des investisseurs d'autres horizons. Et puis en même temps, il va se retrouver avec des investisseurs qui viennent moins peut-être dans une logique économique et plus dans une logique financière pure, quelque part dans le. Oui, après, tout dépend je dirais, du projet. Honnêtement, on va avoir l'intérêt d'une ICO versus une IPO, en fait, c'est juste le caractère international. Quand vous faites une IPO sur le marché américain, si vous n'avez pas accès au marché américain, vous ne pouvez pas participer en tant qu'investisseur, je ne sais pas moi, africain par exemple, sur une levée de fonds. Donc il y a aussi l'accessibilité qui n'est pas négligeable.
dans Tout à ce fait. type d'opération. Donc là aussi, en fonction, je dirais, de l'entreprise, de sa catégorie, bon, si elle est orientée tech, je pense que c'est plus intéressant de faire avec des services, pourquoi pas blockchain, intéressant de faire une ICO, hein. Elle peut aussi faire une IPO, l'un n'empêche pas l'autre, en fait, finalement. On peut avoir ces deux catégories d'actifs qui vont coexister, et je pense que c'est ce qui va arriver sur du long terme. Mais on va avoir voilà, différents types d'investisseurs géolocalisés dans différentes régions du monde, et ceux qui vont décider d'acheter voilà, du token, plutôt ça va être des utilisateurs ou des investisseurs qui sont quand même sachants, hein. Ça ne va pas être monsieur et madame tout le monde, hein. Donc voilà, plus il va y avoir de la liquidité dans l'écosystème crypto, plus il va y avoir d'intérêt à ce que ces entreprises réalisent voilà, des ICO versus des IPO, notamment pour le coût, mais aussi pour l'accessibilité. Alors, si on revient sur MiCA, les enjeux de conformité, donc tu as évoqué les enjeux de LCBFT, il y a des enjeux de connaissance client et on voit que ça ne doit pas être évident parce que comme justement par définition, tu ouvres le monde entier, arriver à bien connaître son client final, ça ne doit pas être toujours si évident parce qu'on n'a pas tous la même notion d'un dossier client, quelque part. Tu as évoqué aussi tous les enjeux de ségrégation des avoirs et on va trouver sûrement pas mal de conformités liées à la gestion des actifs. Au sens large. Et est-ce qu'il y a d'autres points de conformité qui te semblent importants à relever? Alors, tu as parlé aussi des autres risques, hein, bien sûr, tu as parlé des enjeux de gouvernance, des enjeux de sécurité, les enjeux de contractualisation, bien sûr. Est-ce qu'il y a d'autres thématiques de conformité qui te semblent importants à relever pour un établissement qui par exemple, se lancerait ou serait déjà dans ce domaine-là? Alors, non, je pense que MiCA couvre quand même l'ensemble des risques. Après, évidemment, en fonction, je dirais, de la catégorie d'acteurs, si vous êtes une banque traditionnelle, par exemple, un établissement de paiement, et que vous êtes, par exemple, déjà enregistré en tant que voilà, en tant que enregistré en tant que agréé MIFID 2, par exemple, sur les instruments financiers, en fait, vous n'avez pas la même démarche à faire qu'un acteur pur crypto. C'est-à-dire que la démarche va être beaucoup plus simplifiée puisque vous connaissez déjà voilà, le secteur de la finance traditionnelle. Donc, vous êtes déjà agréé, vous avez déjà l'enregistrement. Pour vous, ça va être beaucoup plus simple de demander un agrément MiCA à travers un dépôt simplifié. Donc là aussi, on va avoir des avantages en étant un acteur traditionnel, hein, qui souhaite lancer un service, par exemple, d'achat ou de vente de cryptoactifs, ou de détention ou de conservation de cryptoactifs, parce qu'on va avoir une dizaine de services, hein. Je vais les énumérer rapidement. Donc, conservation pour le compte de tiers, plateforme de négociation, échange, donc crypto to crypto ou fiat to crypto, exécution d'ordre, donc typiquement par exemple des market makers, les CGP par exemple aussi, hein, ceux qui vont recevoir et transmettre des ordres pour le compte de leurs clients, et les gestionnaires de portefeuille, donc les asset managers, qui vont voilà, se positionner sur des cryptoactifs. Et donc là aussi, ils vont devoir aussi obtenir cet agrément en fonction des services. Donc, on va retrouver en fait tous les acteurs de l'asset management quelque part qui peuvent traiter Oui, ces… exactement, exactement. Donc ça veut dire que ces acteurs-là, hein, pour eux, les cryptoactifs, ça reste voilà, un nouveau véhicule, et donc ils vont devoir se positionner en fonction je dirais, des contraintes de ces nouveaux véhicules. On a vu beaucoup, par exemple, de CGP aussi, hein, proposer la création de portefeuilles crypto à leurs clients directement, sur lequel en fait ils co-géraient ensemble ce portefeuille. Donc on a aussi des risques, hein, associés à la sécurité de ces cryptos, de ces portefeuilles qu'on appelle non-custody, hein. Ça peut être une clé Ledger,
Ça peut être un trust wallet sur votre téléphone. Enfin, voilà, en fonction, je dirais, des catégories de wallet. On va avoir aussi des CGP qui vont derrière devoir gérer ces actifs pour le compte de leurs clients, puisque leurs clients n'est pas sachant. Et donc, indirectement. Ah, on a un petit problème de connexion avec Christophe. Voilà, on t'a perdu un tout petit peu. Tu étais en train de parler Attendez. des wallets. Tu étais en train de parler des wallets, de mon wallet qui est chez mon CGP. Et tu expliquais les enjeux du devoir de conseil, en fait, qu'a aujourd'hui le CGP, qui doit gérer aussi, bien évidemment, de nouveaux actifs, dont ces actifs-là dont on vient de parler. Alors, je ne sais pas si Christophe J'ai l'impression qu'on l'a à nouveau perdu. Va retrouver sa connexion. Il est parti sur la blockchain. Oui, c'est un peu instable et voilà, ce sont les aléas du direct. Voilà, alors c'est dommage parce que Christophe devait nous faire une petite démonstration, ce qui est quand même toujours intéressant de voir quand même à quoi ça ressemble, comment c'est valorisé, comment les wallets sont valorisés. Donc Christophe devait nous faire une petite démonstration par rapport à ça. Je pense, voilà, il est sorti, je pense qu'il va revenir et ça ira mieux. C'est ce qu'il faut faire dans ces cas-là pour toutes ces applications. Alors, si déjà vous avez des questions dans le chat, parce qu'on a encore 2 petits sujets avec Christophe. Donc, une première chose, c'est donc s'il peut nous faire une petite démo. Il avait une petite visio à nous présenter en live. Donc, pour ça, il faudra un petit peu de connexion. Et in fine, voir un petit peu quels sont les enjeux stratégiques d'évoluer vers ce type d'actifs, puisque, comme vous le savez, un certain nombre d'établissements financiers vont faire ces actifs, créer des entités. Christophe a parlé de Forge, notamment, du groupe Société Générale, le groupe BPCE aussi, qui est une entité orientée sur la crypto, sachant que tous ces acteurs, justement pour réduire les enjeux LCBFT, en général sont très prudents sur la typologie de la clientèle qui peut toucher ces activités. Revoilà Christophe. Désolé. Pendant ce temps-là, je vais profiter pour mettre la formation. Christophe, est-ce que tu nous entends? Christophe, tu nous entends? Oui, parfaitement. Voilà. Alors, juste Christophe, parce qu'il est 18h40 et tu le sais, on aime bien respecter les horaires pour les gens qui ont prévu de rester avec nous 1 heure. Donc, tu nous avais parlé, souviens-toi, de nous faire une petite démo. Est-ce qu'éventuellement, c'est possible? Oui, on va essayer de faire ça en quelques minutes. Alors, je vais voilà, si tu as la bande passante, voilà, qu'on puisse après terminer juste ma caméra, peut-être si ça vous dérange. Oui, récupère de la bande passante, ça sera mieux. Voilà, on lève la caméra et voilà. J'avais profité pour vous indiquer donc dans le chat la formation que Christophe anime pour la JES, qui est donc spécialisée bien sûr sur son expertise et notamment tout ce qui est tokenisation, blockchain et tout ce que vous entendez ce soir qui est d'un de ses sujets favoris. C'est joli le petit lionceau. Et vous saurez tout sur quelle crypto il faut investir demain. Voilà. Voilà, on voit l'écran. Ça y est. Donc, on voit l'Ether Price, voilà, dont tu as parlé plusieurs fois. Alors, évidemment, je ne donne pas de conseils. Non, non, surtout pas, sinon on va avoir des réclamations. Mais là, tu vas avoir du mal à donner des conseils. Hein. C'est pas mal haché. Voilà, ce que je pensais, c'est qu'il allait avoir du mal à partager. Ou alors, c'est vraiment on est pendu à ses lèvres pour avoir le conseil qui a du mal à. Non, là, je crois que. On voit qu'on retrouve sur ces actifs la même logique que d'autres actifs, plus des instruments financiers, d'autres actifs financiers, avec ces enjeux de valorisation, de bid and ask et d'évolution du cours
avec juste des volatilités qui sont, comme on le sait, beaucoup plus importantes, souvent notamment sur certaines cryptos, que d'autres types d'actifs. Christophe, est-ce que tu veux retenter? Alors, je vais retenter, mais est-ce que c'est possible, Après, c'est pas grave, il faudra aller en Isabelle, formation. est-ce que c'est possible, Isabelle et Béatrice, de couper vos caméras? Peut-être. Ah oui, oui, il n'y a pas de Bien problème. sûr. Si On je va. prends un peu de bande passante, je dirais pas non. Vas-y. Désolé, je ne suis pas au bureau aujourd'hui. Donc, Paxos Gold. Hop. Est-ce que vous voyez mon écran ou pas? Pas encore. Pas encore. On te voit. D'accord, donc là je suis dessus. Je vais arrêter le Sachant- partage, mais quoique. On va peut-être encore attendre 1 minute, Christophe, si vraiment tu n'y arrives pas. On fera un autre live. Ah, c'est en Ah, train. voilà. Voilà. Oui. Voilà, c'est mieux. Donc, Le Paxos, donc le là, ça fameux charge un Paxos. peu. Donc là, par exemple, Oui. voilà, je suis arrivé un petit peu sur, voilà, sur ce qu'on appelle un blockchain explorer. Hein. C'est quelque chose qui permet d'explorer la blockchain. Donc là, j'ai tapé Paxos Gold sur la blockchain Ethereum. Donc, qu'est-ce qu'on peut voir, par exemple, hein? On peut voir qu'on a 486 000 Paxos tokens qui représentent à peu près un marché de 2 milliards de dollars. Voilà. Donc, on a on-chain market et le circulating supply, donc qui sont quasiment identiques. On va avoir Celle-là, des elle est détenteurs, limitée, environ 87 000 portefeuilles qui vont détenir ce token, donc c'est négligeable. Hein. Est-ce que comme le Bitcoin, le marché Pardon, est fermé? Isabelle, Le marché est-il fermé? Béatrice. Le marché est-il fermé comme la Bitcoin ou pas? Quand tu dis qu'il y a 2 milliards, là, ça peut monter à 5? Euh, bah, ça peut monter à 5 en fonction de la détention des actifs or chez Paxos. Ok, dans la fameuse règle du 1 pour 1. Ouais, je crois que. On ne l'entendait plus, c'était pas bon signe, oui. Ouais, c'est ça. C'est un marché confidentiel encore, ce marché, je vois bien. Du coup, voilà, ça a permis d'avoir une visualisation en fait ça donne une réalité en fait physique quelque part à ces actifs où on parle beaucoup de réalité virtuelle, etc. Mais en fait, il y a une vraie réalité économique derrière cette crypto. Alors, on va juste espérer que Christophe va pouvoir se connecter pour le mot de la fin. Dans l'attente, je laisse Isabelle donc enlever le micro et peut-être présenter les derniers lives. Et Christophe, du coup, le temps que tu te reconnectes, on va laisser tomber Oui, La désolé. démonstration. voilà. Il faudra, voilà, on fera ça plus tranquillement. Enfin, voilà, les participants pourront aussi échanger avec toi ultérieurement. Je propose de laisser la parole à Isabelle pour les prochains lives. Donc, Isabelle avait commencé à présenter la slide. Et juste après, Christophe, je te laisse terminer sur quand même les enjeux stratégiques de toutes ces crypto, tokenisation, stable, etc. Donc, je laisse d'abord la parole à Isabelle pour annoncer les prochains lives. Et Christophe, n'hésite pas à mettre éventuellement tes coordonnées ou ton mail dans le chat si des personnes ont des questions ou veulent approfondir certains points, notamment cette démonstration, ça peut éventuellement les intéresser. Donc, moi, je voulais juste vous préciser, si les cryptoactifs vous intéressent,
Nous avons donc un live le 20 mai qui est spécialisé cette fois-ci sur les nouveaux règlements comptables concernant les cryptoactifs, puisque effectivement ça a été enfin statué. Et notamment MiCA, comme le sait très bien Christophe, puisque c'est l'objet de sa formation, donc rentre en vigueur le 1er juillet. Il y a notamment différents éclaircissements donnés sur comment traiter comptablement les cryptoactifs. Donc, il y aura également un webinaire avec 2 autres experts qui, eux, ont des profils, sont des experts en comptabilité et aborderont la question. Par ailleurs, si le prudentiel vous intéresse, vous avez donc un webinaire le 28 mai qui est sur le financement de l'armement et notamment par rapport à la finance durable. Et enfin, à nouveau sur les cryptoactifs le 9 juin, donc avec Béatrice justement et Christophe, vous retrouverez le traitement, comment les moyens de contrôle sur cryptoactifs peuvent se mettre en place. Voilà, je vois que Christophe vous a indiqué son profil LinkedIn. Voilà. Mais il ne donne aucun conseil. Hein. Il ne donne aucun conseil, bien sûr. Christophe, du coup, est-ce que je peux te laisser faire la conclusion sur justement la stratégie de demain par rapport à toutes ces évolutions? Voilà, comment tu vois les choses? Alors, je pense que voilà, en Europe, on a un petit train d'avance, donc il faut le conserver par rapport aux États-Unis qui, bon, en ce moment, sont en pause sur la réglementation. On attendait plus d'informations sur l'usage des stablecoins, donc il y a des débats actuels. Donc nous, on a une avance quand même qu'il faut, je pense, matérialiser. Donc je pense que les acteurs européens ont bien compris ça, notamment sur le sujet des stablecoins. On a d'autres projets de tokenisation. On a parlé de la tokenisation Real World Assets, l'émission de tokens contre des sous-jacents de type commodities. Là, contrairement à Paxos qui est suisse et à Tether qui est américain, on n'a pas d'acteurs français. On a des projets qui sont en cours, mais on n'a pas de token assez liquide sur ces types de tokens, sur ces types d'actifs, pardon. Donc, il y a quand même de la place pour des acteurs. Maintenant, voilà, ces acteurs sont en phase de… la première étape, c'est obtenir l'agrément, je dirais, MiCA, pour pouvoir proposer un service. Et la deuxième étape, c'est développer ce service et commercialiser. Et troisième étape, commercialiser ce service. Donc, on a vraiment une étape principale qui va être dans la phase de construction, agrément plus le token et puis tout le système de conservation, de gouvernance, etc. Donc, on a des acteurs comme la Deutsche Börse, donc la bourse allemande, qui est pour moi beaucoup plus avancée sur ces sujets-là, qui travaille avec beaucoup d'acteurs européens, même français, plutôt que des acteurs, je dirais, français comme Euronext ou des places de bourse un peu plus hétéroclite. Donc, il y a de la place. On dépasse la phase d'expérimentation. Aujourd'hui, je dirais que ce marché-là est en expansion. On est passé de 1 milliard de marché à plus de 10 milliards aujourd'hui de valorisation en termes de volume. Donc, c'est conséquent. Les retail, eux, ne sont plus, je dirais, les moteurs de cet écosystème. Aujourd'hui, on voit arriver à la fois des assets managers comme Amundi, en Europe, comme BlackRock aux États-Unis, qui commencent à arriver sur ces catégories d'actifs, de cryptoactifs. Très bien. Donc, si on t'a bien compris, Christophe, il faut en être parce que demain, quelque part, ça fait partie d'une bonne gestion diversifiée de disposer de ce type d'actifs. On a bien vu aussi l'intérêt pour les émetteurs, bien évidemment, de détenir aussi ce type d'actifs. On voit l'intérêt aussi pour les États
de détenir aussi, de développer leur propre monnaie numérique. On voit ce qui se passe au niveau de l'Europe notamment. Donc, on voit bien que tout ce vocabulaire que tu embarques, on parle de smart contract, on parle de tokenisation, etc., j'en passe. C'est vraiment du vocabulaire que toute personne qui est dans le monde financier, on va dire aujourd'hui, doit maîtriser parce que voilà, on sera tous amenés peut-être un jour ou l'autre à être confrontés ou à devoir traiter d'une manière ou d'une autre ce type d'actifs et tout le vocabulaire qu'il embarque derrière, qui représente une réalité qui est néanmoins assez complexe si on pense notamment à tout la mécanique derrière la blockchain notamment. Exactement. Christophe, il me reste à te remercier pour voilà, le temps que tu as consacré à ces explications qui sont bien évidemment loin d'être complètes. L'idée, bien évidemment, de ces lives, c'est plutôt de vous donner envie d'aller plus loin sur ces thématiques, peut-être d'investir aussi, bien évidemment. Merci à Isabelle pour toute l'organisation de ce live et merci à vous tous d'avoir répondu présent ce soir. On espère que vous y avez trouvé de l'intérêt. Dans tous les cas, il y aura un replay s'il y a des informations que vous avez manquées, si vous êtes arrivé en retard ou autre, pas de souci. Vous pourrez réécouter ce replay et on espère vous retrouver à un prochain live, peut-être sur un live plus comptable sur la partie des cryptos. Très bonne soirée à vous tous et au plaisir de vous retrouver dans d'autres occasions. Merci beaucoup, bonne soirée et donc peut-être au 20 mai alors. Bonne soirée.